Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Kondiadou, c'est à Kissidougou. Merci de votre fidélité à Espace TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La conduite de la transition, les élections apaisées, la réconciliation nationale en Guinée, les conseillers nationaux ont entamé ce mardi à Conakry une série de concertations avec les citoyens à la base. Pour 6 jours, les citoyens de la commune de Dixine auront à échanger avec les émissaires du CNT afin de décliner leurs préoccupations. Les enseignants contractuels engagent des hostilités contre le ministère de tutelle et celui de la fonction publique. Après 5 années de service, ils exigent aujourd'hui leur prise en charge sans condition. Ce mardi, ils ont marché pour se faire entendre à Conakry. Les archives nationales à l'ère du numérique, alors que le monde fait la ruée vers la numérisation, la Guinée peine encore à se départir du papier. C'est notre angle de ce soir réalisé par Malik Sangana Kamara. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Ce mardi 1er mars 2022 marque la création de la monnaie guinéenne. Le franc guinéen étant un symbole de la Guinée à monnaie a connu depuis 62 ans pas mal de réformes. Du franc CFA au franc guinéen en passant par le Sili, la monnaie guinéenne a su s'adapter aux différentes réformes et réalités du temps. 62 ans de souveraineté monétaire, c'est le récit de Djibril Ba et Tcherno Sadouba. Après l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958, le pays a d'abord voulu modifier les règles de la zone franc pour rester dans cette zone. Mais après le refus des autorités françaises de procéder à ces modifications, la création de la monnaie guinéenne était devenue inéluctable et nécessaire. Et l'histoire nous a donné raison, parce que la plupart des pays de la CEDEAO qui sont dans la zone franc décident aujourd'hui de sortir de la zone franc pour créer leur propre monnaie, qu'on appelle notamment ECO ou j'en passe. Les réformes sont nombreuses. Depuis sa création, en passant par des mesures d'ajustement structurel, la monnaie locale subit des profonds changements. Dernier facteur qui fatigue la monnaie guinéenne, c'est parce qu'il y a l'inflation importée. Parce que du fait qu'on a une économie ouverte, et c'est que les déficits créés à l'étranger entraîne automatiquement ici. L'exemple simple, c'est actuellement la guerre en Ukraine. Face à l'avancée technologique, le besoin d'adaptation est aussi essentiel pour la monnaie guinéenne. L'inclusion financière et la volonté d'intégration dans un espace monétaire comme l'ECO n'est plus une équation difficile à résoudre. Aujourd'hui, notre monnaie se porte de mieux en mieux par rapport à des contraintes que je vous ai expliquées. N'eût été les programmes d'ajustement structurel, je suis sûr le niveau de compétitivité de notre monnaie, la valeur serait beaucoup plus supérieure aujourd'hui. Des réformes sur les billets avec des signes changeants, faut-il préciser, ont toujours continué. En 2012, on note l'apparition de nouvelles coupures de 100 francs guinéens. En 2015, celle du billet de 20 000 francs guinéens. Depuis fin février 2019, des modèles de billets de 2 000 francs guinéens circulent à Conakry. À date, seules les coupures de 20 000, 10 000, 5 000, 1 000 et 500 francs guinéens sont utilisés. Je vous le disais au sommaire, des conseillers du CNT étaient ce mardi à la mairie de Dixine, ici même à Conakry. L'objectif est de recueillir les réactions des citoyens sur la transition, mais également des propositions de solutions pour une réconciliation nationale en vue des prochaines échéances électorales. Et il faut tout de même dire que l'initiative est dénoncée par endroits par certains participants qui estiment que la méthode n'est pas participative car plusieurs couches existantes dans les différents quartiers de Conakry n'ont pas été consultées, bien que la rencontre va durer 6 jours. Alseini Bari, Ibrahima Soli Kamara pour les détails. Pour cette étape, 4 émissaires du Conseil national de la transition ont mis le cap sur la mairie de Dixine. Ils sont venus recueillir les avis de la population sur la transition et surtout les pistes de solutions pour la réconciliation en Guinée, pouvant aboutir à des élections apaisées. On a vu au niveau de tout ce qui était dans la salle que les Guinéens accordent de l'importance à cette démarche. Contrairement à ce que nous avons appris jusque-là, nous avons compris que des Guinéens veulent s'exprimer. Ils sont restés longtemps sans parler. Ils ont beaucoup de choses à dire aux dirigeants
il faut faire en sorte que nous rapprochions les administrateurs aux administrés. Cette démarche, c'est faire en sorte que, à partir de là maintenant, l'administrateur soit très proche de l'administré pour pouvoir entendre réellement de quoi le Guinée a besoin. L'initiative est appréciée par le maire de Dixine, qui espère que les recommandations issues de cette concertation seront prises en compte. Nous attendons une application réelle de ce qui sera dit par la population. Parce que la population ne cassera pas le mot. La population dira tout ce qu'elle ressent. Et je pense que nous attendons la réaction par rapport à ça. Sur place, les représentants du secteur informel, les chefs de services décentralisés, la société civile, les groupements de femmes, des personnes porteuses de handicap et même les forces de sécurité. La plupart des participants sont cependant pessimistes. Je ne crois pas que cette rencontre peut donner des solutions. Parce qu'ils n'ont même pas pu écouter les gens. Donc cette rencontre, c'est une perte de temps, quoi. Parce que ça ne donne pas de solution. Je n'espère pas. Ça a duré 6 jours, vous pensez que vous n'aurez pas l'occasion de... Non, même en 6 jours, on ne pourra pas. Parce que la commune d'Ixine est vaste. Ici, là, on peut trouver même des quartiers qui ne sont pas présents. Il y a des couches qui n'ont pas pu intervenir. Donc, ce que la secrétaire générale avait dit, si cela était pris en compte, de faire des écrits, de consulter les gens par quartier, dans la commune, c'était mieux. Mais comme ça, là, je ne crois pas. Cette étape va durer 6 jours. Les autres conseillers du CNT sont déployés dans les 33 préfectures et les communes de la capitale pour une durée de 10 jours. À l'issue de ces échanges, des rapports seront produits et envoyés aux politiques. Les enseignants contractuels de Guinée réunis en collectif ont pris d'assaut ce mardi matin la devanture du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Munis de pancartes, ces jeunes réclament leur intégration sans condition à la fonction publique après plus de 5 ans de service. Bernard Koundouno et Alseni Kamara. Ils ont très tôt envahi la devanture du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour réclamer leur prise en charge à la fonction publique. Les jeunes enseignants qui ont fait plus de 5 ans d'exercice disent être trahis par le département. Récemment, une commission a été mise en place pour recenser les contractuels à l'intérieur du pays. Ces listes ne font pas l'unanimité aux yeux des jeunes enseignants. Après avoir servi l'école de la République de façon bénévole, volontaire, pendant plus de 5 ans, nous demandons aujourd'hui à l'État guinéen de nous intégrer à la fonction publique sans aucune condition. Pour répondre au manque criard d'enseignants en Guinée, le gouvernement a annoncé l'organisation d'un concours de recrutement dans un proche délai. Ces enseignants s'opposent à cette procédure de peur qu'elle n'engendre la corruption. Vous le savez très bien que les concours en Guinée, les résultats sont orchestrés. Ces jeunes ne reconnaissent pas le fichier récemment remonté par les structures déconcentrées du département sur la situation des enseignants contractuels. Ils pointent du doigt le secrétaire général du ministère qui aurait soutenu ces longues listes. Nous remettons en cause la crédibilité de ce fichier remonté par les deux pays, soutenu par le chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après plus d'une trentaine de minutes de revendication, ils ont été entretenus dans une des salles du lycée 2 octobre par une délégation du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ces responsables sont venus passer un message du département à ces jeunes grévistes. C'est une préoccupation pour le ministère de trouver des enseignants pour les mettre en classe. Ça, c'est une préoccupation. Mais en même temps, c'est que le ministère de l'enseignement préuniversitaire est un ministère utilisateur des ressources. Les ressources qu'on met à sa disposition, c'est ce qu'elle utilise. Parmi ces enseignants contractuels, certains disent avoir perdu plusieurs avantages depuis leur mutation dans les établissements d'enseignement public pour combler le manque d'enseignants. Une manifestation de colère à une autre. Les élèves maîtres de l'ENI de Kankan ont entamé ce lundi leur mot d'ordre de grève avec à la clé la perturbation des cours soutenus par des jets de pierre pour exiger aux autorités le paiement des 3 mois d'arriérés de leur bourse d'entretien. Ces jeunes grévistes entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Alpha Omar Koïta. Après avoir passé plus de 3 mois sans percevoir 1 centime de leur bourse d'entretien, les élèves maîtres de l'école normale des instituteurs de Kankan sont partis en grève ce lundi pour une durée illimitée. Depuis l'ouverture des classes jusqu'à présent, on a fait presque 4 mois de cours, mais nous ne sommes pas en possession de nos PQ maintenant. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire vraiment de
de faire cette grève pour que nous soyons payés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, à savoir les cas de maladie, les cas de loyer et de logement, et aussi les cas de transport, de l'achat des brochures. D'autres sont même à des cours pour aller chercher de quoi manger. Justin, son ami Ifono, est élève maître. Pour motif de grève, il a préféré vaquer à son activité de taxi-moto en attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé. Aujourd'hui, j'étais à l'école, j'ai vu les gendarmes sont dans la cour de l'école, ils ont interdit le passage à celle de la deuxième année, pour lequel j'ai jugé nécessaire de ne pas m'asseoir comme ça. Parce que nous sommes là, on n'a pas de parents ni rien. Donc j'ai jugé nécessaire de faire taxi-moto pour gagner quelque chose à manger. Donc le gouvernement aussi doit venir en aide. À chaque fois, le problème des pellicules, des cancans partout en Guinée, il faut qu'on grève, alors que ça, c'est pas bon. Même si les élèves de deuxième année ont tous brillé par leur absence ce mardi, d'autres par contre, notamment ceux de la première année, ont rejoint tôt ce matin les salles de classe. Un acte de trahison selon le président du comité de coordination. Ça a été une trahison du côté de nos frères. Malgré de multiples tentatives de négociation engagées par l'inspection régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle auprès des grévistes, ces derniers n'entendent pas baisser les bras. Ils promettent de poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. D'où cette invite à l'endroit des autorités compétentes. Du côté de l'université, ceux-ci ne font pas de mouvement. À chaque fin de trimestre, ceux-ci sont payés. Mais nous, on peut faire plus de 4 mois, 5 mois sans être payés. L'année passée même, on a reçu nos D-Trans pendant les vacances. Donc, nous demandons vraiment à l'autorité, à chaque fin de trimestre, que nous soyons vraiment en possession de notre PQ. Restons toujours dans les couloirs de l'éducation pour dire qu'il n'existe pratiquement pas de cantine dans les établissements scolaires publics de la capitale, encore moins ceux de l'intérieur du pays. Aux heures de pause, les élèves sont obligés de sortir de l'école pour trouver quoi manger. Une situation incontournable sans occulter les risques d'insécurité. Les élèves rencontrés demandent cependant aux autorités la relance des cantines scolaires. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Il est 10 heures. C'est l'heure de la récréation pour les élèves, l'heure du goûter pour les petits-enfants. Dans la cour de cet établissement public, pas de cantine scolaire. L'annexe qui est prévue pour la cause est en ruine depuis des années. Ces élèves n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers les vendeuses installées hors de la cour de l'école. Ici, l'école, quand il est 10 heures, tous les élèves sortent ici pour aller manger. Voilà, c'est pas du tout normal. Il faut que quand il est 10 heures, les élèves restent dans la cour de l'école et mangent là-bas. Donc nous demandons à l'autorité de nous aider pour qu'on puisse avoir des cantines dignes de nom dans la cour de l'école ici. Et si les professeurs ferment la porte, les autres là vont rester dehors. Je veux que justement l'État nous aide pour faire ça pour nous. La fréquentation de ces lieux de vente d'aliments par des élèves n'est pas sans conséquences. Insécurité alimentaire ou physique, ils sont exposés à tout. Et le plus souvent, le portail de la cour est fermé avant qu'ils ne finissent de se restaurer. Bonsoir, on est hors de la cour pour acheter les manger. Donc on ne peut pas faire, on ne peut pas manger dans les 15 minutes où on rentre en classe à l'heure. Le manque de cantines scolaires rend complexe le travail des autorités d'établissement, surtout dans la surveillance des élèves. La construction des cantines scolaires dans les établissements publics va beaucoup arranger les chefs d'établissement pour la gestion des élèves. Et actuellement, pendant la récréation est prévue pour 15 minutes. Quand nous faisons sortir les enfants pour la récréation, ils sont obligés de sortir hors de la cour pour aller se procurer à manger. Alors, d'ici qu'ils ne reviennent, ça trouve des fois qu'on a fermé le portail. Alors, ça nous rend très difficile la gestion des élèves. Au collège Yimbaya, l'annexe de la cantine existe encore, mais érigée en habitation. Même réalité pour les élèves d'ici qui cherchent à manger dehors malgré tous les risques qu'ils encourent. Les menuisiers et artisans ont battu le pavé ce mardi pour dénoncer la cherté du prix du madrier de bois sur le marché. À travers un sitting à Dabondi-Bafon dans la commune de Matoto, ces ouvriers contestent aussi la non-application d'un arrêté du ministère de l'Environnement et du Développement durable relatif au prix du bois sur le marché. Idrissa Bari, Aboubakar Kekebangoura pour plus d'explications. Munis de pancartes sur lesquelles on peut lire 1 207 €, 600 000 c'est bon, les menuisiers dénoncent le prix élevé du madrier de bois, la matière première pour leur activité.
Pourtant, un arrêté du ministère de l'Environnement et du Développement durable fait état de l'accord de l'ensemble des acteurs de la filière sur le nouveau tarif. Un arrêté d'ailleurs entériné par le gouvernement. Le madrier là peut être vendu ici à 625 000 francs. Et quand c'est vendu à 600 000 francs, le commerçant qui a fait toutes ses dépenses sans même se déplacer a au moins 100 et quelques mille francs comme intérêt sur le madrier. Il a 100 et quelques mille francs comme intérêt sur le madrier. Et aujourd'hui, l'accord là n'a pas été respecté. Au lieu que le madrier ne soit vendu à ce prix qui est de 625 000 francs, le madrier est vendu aujourd'hui à Conakry ici à 1 400 000 francs, 1 200 000 francs. Ces ouvriers disent craindre la disparition de leur activité avec la cherté de leur outil principal de travail. Rappelant l'engagement pris par le colonel Mamadi Doumbouya en faveur des ouvriers, ces manifestants invitent le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable à la mise en application du contenu de son arrêté. C'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui devait faire ce taxe. Parce que c'est lui qui a fait l'arrêté. Il a publié l'arrêté dans les médias partout. Donc si l'arrêté n'a pas été respecté, c'est lui qui devait appeler les gens là. Pourquoi vous êtes en train de défier l'État? Parce que je vous informe, les gens là sont en train de défier l'État à cause de leur intérêt personnel. Donc si le gouvernement ne fait pas son travail, nous on le fera. Outre le prix du madrier du bois, les manifestants dénoncent également les différentes opérations de déguerpissement. Ils sont en effet délogés pour la plupart en raison de leur mauvais emplacement. Autre actualité, les acteurs politiques et civils ont réagi à la récente mission conjointe de la CEDEAO et de l'ONU en Guinée. Certains saluent la stabilité des relations et le rétablissement de la confiance entre les institutions et les autorités de la transition. D'autres regrettent par contre le niveau national de l'écart de s'allonger entre le CNRD et les acteurs politiques, notamment sur la question de l'élaboration d'un cadre de dialogue. André Mossier-Milimono et Aboubakar Kekebangoura pour les précisions. Arrivé dimanche à Conakry, la mission conjointe ONU-CEDEAO a rencontré ce lundi la junte au pouvoir, le Premier ministre et le président du Conseil national de la transition. Venu s'imprégner de l'évolution de la transition 6 mois après le putsch, la délégation s'est dite satisfaite des bases posées jusque-là par le CNRD. Une action que salue cet acteur politique. On avait peur qu'après les 6 mois d'ultimatum donné par la CEDEAO à la Guinée et qu'on rentre dans une crise institutionnelle entre la Guinée et la CEDEAO. Donc si la fin conclut par un satisfecit d'une mission de la CEDEAO, c'est déjà un progrès. Nous avons évité une première crise institutionnelle et le deuxième point positif, c'est le rétablissement du dialogue. La CEDEAO avait pourtant exigé aux nouvelles autorités une transition de 6 mois. Keyamo Bogola Haba pense que cette option a été écartée en raison des résultats trouvés sur le terrain que la délégation estime être positifs. Il déplore cependant que le CNRD traîne les pas sur la mise en place d'un cadre de dialogue avec les acteurs politiques. Nous ne sommes pas satisfaits tant que nous ne sommes pas associés à l'élaboration de ce chronogramme et que cela soit consensuel parce qu'il faut éviter les conflits. Plus c'est consensuel, plus nous avons la chance de maintenir la paix, plus nous permettrons aux organes de la transition de travailler. Parce que plus le pays est en paix, plus il y a moins de conflits, plus la CRIE va continuer son travail. La mission conjointe CEDEAO-ONU avant de quitter le pays a regretté l'absence d'un chronogramme de la transition. Cet acteur de la société civile sollicite la mise en place d'un calendrier pour une transition réussie. Je pense qu'il est important, qu'il est même nécessaire aujourd'hui de proposer une date. C'est vraiment important, quelle qu'en soit la durée, ce n'est pas ça qui compte, mais que le CNRD soit capable de proposer une date aux Guinéens et à la communauté internationale. La délégation, jusqu'à la fin de la mission en Guinée, n'a rencontré aucun acteur politique. L'actualité, c'est aussi la récupération des domaines de l'État et surtout celui qui concerne le président Cellou Dalein Diallo et Sidi Touré. Et cela expliquerait la colère des manifestations sur l'axe hier lundi. Au lendemain de ces remous sociaux, certains leaders politiques déplorent ces agissements qui se soldent toujours par des dégâts matériels ou des pertes en vies humaines parfois. Nous faisons le point avec Antoinette Dédé Onivogui et Yacouba Traoré.
En nous confiant sa lecture de la situation politique actuelle du pays, le président du Parti de l'Unité et du Renouveau a apprécié la maturité des leaders de l'UFDG et de l'UFR qui se sont soumis à la loi, mais déplore également les violences qui ont été enregistrées à cet effet. Ils se sont fait à la justice, c'est ce qu'il fallait faire. Là où nous trouvons dommage, c'est du fait que il y a eu la présence du haut commandement et de l'état-major. Dans le contexte actuel, au moment où il n'y a pas eu résistance, il ne devrait pas y être. Dans un État démocratique, c'est tout à fait normal de manifester de manière pacifique, bien sûr, sans brûler des pneus, sans casser des voitures, avec des pancartes et des slogans. Nous savons que c'est la logique de la démocratie. Malgré les preuves brandies par ses leaders, la juge de référé s'est déclarée incompétente face à ce dossier. Louda Baldé appelle ses pairs à la retenue en cette période de transition. Nous appelons les leaders, tous les leaders qu'ils soient de tous les bords politiques, d'appeler à l'apaisement, d'appeler à l'unité nationale et à la paix. Et surtout les autorités aussi, pas juste un côté. Les autorités aussi doivent aller dans ce sens. Plusieurs acteurs politiques ont sollicité de nouvelles autorités l'ouverture d'un couloir de dialogue pour discuter de la marche de la transition. Le dialogue est toujours la clé de toutes choses. Il est important que nous les Guinéens nous puissions dialoguer, nous puissions discuter entre nous et trouver des solutions à tout problème. Et je suis sûr certain qu'avec le temps, puisque cela anime tout un chacun, la paix, le progrès, le développement du pays, nous trouverons la solution au problème. Contrairement à la journée d'hier, la circulation a repris peu à peu sur l'axe ce mardi, même si les dispositifs sécuritaires restent encore visibles sur certains points stratégiques. Le président du parti RGT, Rassemblement guinéen pour le travail, a fait une visite ce mardi dans le marché de Matoto. L'objectif était de s'enquérir des réalités des vendeurs et la population après l'annonce du gouvernement sur la réduction éventuelle du prix des marchandises sur le marché. Rosaline Goto-Monemou, Aliouba nous font le point. Durant des heures, le président du Rassemblement guinéen pour le travail, en compagnie de certains de ses collaborateurs, a écouté des commerçants du marché de Matoto. Ces derniers n'ont pas manqué de lui faire part de leurs difficultés. Il a mis l'occasion à profit pour rassurer les uns et les autres de son combat pour l'allègement du panier de la ménagère. Au Conseil du ministre, la fois dernière, le gouvernement a tenu, le président s'est focalisé dessus pour un changement des prix pour l'allègement du panier ménagère. Donc, nous sommes venus sur le terrain pour connaître la situation réelle et demander à chacun de faire du mieux qu'il peut. Les vendeuses invitent les autorités à faire face à cette situation tout en régularisant les prix des denrées sur le marché. Nous envoyons ce que nous vendons à nos clients favoris. Des fois, il y a des pertes. Souvent, nous sommes obligés de rembourser l'argent des clients. Même cette semaine, nous étions au commissariat pour des problèmes d'argent. Nous sollicitons l'aide des autorités. Les commerçants n'envoient pas actuellement des marchandises. Comme c'est un refus de leur part, que l'État envoie ces marchandises. Le président du RGT est déçu du constat fait sur le terrain, mais espère que les autorités, comme elles préconisent, réussiront à réduire les prix des denrées sur le marché. Un mot de santé, la Guinée enregistre des progrès dans la lutte contre la Covid-19. La dernière semaine, seulement 28 ont été révélés positifs contre 43 cas la semaine 7 de l'année. L'indice de positivité passe aussi de 1,5% à 0,5%. Des chiffres qui font montre de la baisse drastique du taux de contamination dans le pays. Et pour mieux contrôler la maladie, les acteurs de la riposte appellent à la vigilance en veillant strictement au respect des gestes barrières ainsi qu'à l'adhésion à la campagne de vaccination accélérée contre la Covid. Le point, c'est avec Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. Sur 333 sujets testés, 2 se sont révélés positifs à la date du 27 février dernier et le taux d'occupation des lits passe de 8% à 4%, soit 32 patients dans les centres de traitement et 12 à domicile. Des chiffres qui sont le résultat du plan de riposte activé depuis le début de la pandémie à Covid-19.
Au cours de cette semaine 8, on a enregistré 28 nouvelles infections sur un total de 5179 tests réalisés. Donc, soit un indice de positivité qui est autour de 0,54%. Si nous comparons ces données aujourd'hui à ce qu'on avait au pic de l'épidémie, à la semaine 1, on se rend compte quand même que le nombre de nouvelles infections a drastiquement baissé. Sur les 3 centres de traitement épidémiologique opérationnels à Conakry, le centre de Bessia. Ici, seulement 5 patients sont admis et suivis. Comme si vous le constatez aujourd'hui, nous sommes seulement à 5 patients hospitalisés au centre de Bessia. Donc le nombre de lits, si nous avons 350 lits, nous voyons qu'il n'y a que 5 lits qui sont occupés sur les 350. Donc quand vous faites la division, vous voyez un taux vraiment très bas par rapport au nombre de patients hospitalisés. Contrôler la maladie en créant une immunité collective au sein de la population guinéenne, tel est l'objectif de l'agence de riposte contre les maladies à potentiel épidémique. Des stratégies ont été élaborées afin de contrecarrer l'évolution de la maladie. Donc on a sensibilisé la population par rapport au port des masques, au respect des mesures barrières. Certes, certains l'ont respecté, mais d'autres ne l'ont pas fait. Mais en majorité, nous pouvons dire que si on a une baisse de cas aujourd'hui, tout ça c'est par rapport à la politique qui a été engagée pour vraiment freiner la propagation de la maladie. À date, aucun décès hospitalier n'est enregistré et les opérations de la seconde phase de vaccination accélérée se poursuivent dans les différentes communautés du pays. Un mot de religion à présent avec l'intronisation ce dimanche à Cancan du nouvel évêque du diocèse Notre-Dame des Victoires et de la Paix. Monseigneur Alexis Ali Tagbino succède à son homologue Emmanuel Félémou qui a été rappelé à Dieu au mois de mars 2021. La cérémonie a connu une forte mobilisation des fidèles chrétiens mais aussi des autorités administratives et religieuses de la région. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional, y était suivi. Monseigneur Alexis Ali Tagbino est désormais l'évêque du diocèse Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan. Il a été intronisé ce dimanche en présence des centaines de fidèles chrétiens et chefs religieux venus du Mali, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Dans son homélie, le nouvel évêque a tout d'abord imploré la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur l'âme de son prédécesseur avant de rappeler la mission régalienne qui lui est assignée. L'ignorance est la pire des maux dont peut souffrir un être humain. Elle est la véritable cécité des yeux et de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus tient à former ses disciples, les futurs guides de son Église, pour éviter qu'ils ne conduisent son peuple à la perdition. Il invite par la suite les fidèles chrétiens à la foi, au pardon et à l'acceptation des autres dans leurs différences gaz selon lui de tout développement. Notre collaboration efficace et fructueuse dans la vérité et la justice, la laïcité et la rigueur morale et spirituelle permettront de garantir un développement intégral et solidaire, non seulement économique, mais aussi humain. Outre les autorités locales, cette cérémonie d'intronisation a connu la présence de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, mais aussi des représentants du secrétariat général aux affaires religieuses et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. À cette cérémonie, nous avons assisté à la participation en masse de tous les représentants du secrétariat général des affaires religieuses, à travers la Ligue islamique qui a été entièrement représentée. Cela démontre à souhait que Cancan reste encore Nabaya, la ville où tout le monde est bienvenu. Si des religieux et d'autres croyants viennent participer à notre fête, nous sommes très heureux. Nous disons qu'ils participent réellement à ce ministère que Dieu a demandé à chaque croyant. Donc, cultiver la paix, cultiver la fraternité, cultiver l'entente. Monseigneur Alexis Ali Tagbino est le 3e évêque du diocèse Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Cancan depuis son inauguration le 15 août 1952. Il succède à Monseigneur Emmanuel Félémou rappelé à Dieu le 1er mars 2021.
Du 25 au 27 février 2022, le Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry a abrité le championnat couplé à la Coupe nationale de karaté. Pendant 3 jours, des athlètes venus des 8 régions sur les 9 que compte la Fédération guinéenne de karaté ont rivalisé en Kumiti et à Kata en combat aussi avec des équipes dans toutes les catégories. Moustapha Touré, Mamadou Boiba et Aboubakar Din Kamara pour nous en dire plus. À l'issue des 3 jours de compétition, le président de la fédération livre ses premiers enseignements. Bien, ce qu'on peut retenir de ce championnat, c'est que vous avez compris aisément que le niveau de karaté a vraiment rehaussé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, eu égard au combat des champions d'Afrique aujourd'hui, il y a certains aujourd'hui qui ont rapporté le championnat d'Afrique de karaté dans leurs catégories respectives qui sont battus aujourd'hui. Pour les nouveaux champions, c'est l'aboutissement d'un long processus de préparation. L'objectif étant atteint, place à la fête, mais aussi à la reconnaissance des efforts des encadreurs. Cette année, vraiment, j'ai beaucoup travaillé. J'ai mis dans ma tête qu'il faut que je devienne champion, super champion de Guinée en kata. J'étais bien préparé pour avoir ma médaille, pour que je vais être champion de la Guinée, pour honorer notre maître Moussa, de KG Club, pour honorer nos amis. Ce championnat a également permis à la direction technique de détecter de nouveaux talents venus de divers clubs. Ceux-ci viendront renforcer l'équipe nationale pour aller conquérir des titres à l'international. Si nous étions du côté de Caire avec 14 compétiteurs et du côté de Dakar, nous serons avec le double. Donc vraiment, c'est un salut de détection de performance, bien sûr. Touré, qui a confirmé son titre de champion en catégorie junior, pense déjà au championnat d'Afrique prévu à Dakar. Il se prépare minutieusement pour cette compétition. En fait, je me préparais encore pour le championnat d'Afrique qui va bientôt se débuter au Sénégal. Donc le travail, ça vient juste de commencer. Donc je ne vais pas me limiter là. Il faut que je travaille, que je devienne champion d'Afrique un jour. Et encore, je cherche le titre mondial. Toujours en bref et en image avec cette bonne nouvelle qui vient de nous parvenir du gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. L'équipe nationale cadette vient de valider son billet pour le championnat du monde de sa catégorie prévue en Géorgie. En effet, 3 victoires en 3 matchs, c'est le bilan du Sili cadet en Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue à Conakry en ce moment même. Tombeur de la Gambie 57 contre 13 au compte de la première journée. Le Sili a surclassé la Sierra Leone 75-18 lors de la deuxième journée. Ce mardi, c'était au tour de l'Algérie de s'incliner avec 39 contre 22. Le Sili national qui est intraitable depuis le début du tournoi. La qualification pour la Coupe du Monde en poche, le Sili cadet a désormais dans sa ligne de mire le trophée de la CAN. Pour y arriver, il faudra obtenir une victoire contre la Guinée-Bissau jeudi et une autre contre l'Égypte le lendemain. À présent, place à notre angle. La direction nationale. La Direction nationale des archives de Guinée est un établissement public qui œuvre tant bien que mal pour conserver les mémoires de la nation guinéenne. Cependant, elle reste confrontée à des difficultés, notamment le défi de la numérisation des documents, le manque de moyens financiers et matériels. Malik Sanguena Kamara et Mohamed Kapelo Silla se sont rendus dans cette direction. C'est notre angle de ce soir. La Direction nationale des archives de Guinée ou la mémoire de la nation. Ici se trouvent jalousement conservés des documents de la République de l'époque coloniale à nos jours. Placée sous la tutelle de la présidence de la République, cette Direction nationale des archives est chargée d'appliquer la politique de l'État en matière de conservation selon la norme générale et internationale de description archivistique. La tâche confiée à cette direction est d'une grande importance. Garder soigneusement les documents malgré les intempéries. Au fil du temps, certains documents finissent par se décomposer ou par se déchirer après moult manipulations.
les conditions de conservation font défaut. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir nous procurer du matériel pour pouvoir numériser ces documents. Comme vous l'avez dit, ces documents sont très anciens. À force de les manipuler, ça se déchire. Et quand ça se déchire, ce n'est pas résistant maintenant, c'est trop vieux, ce n'est pas résistant. Plus vous manipulez, plus ça se déchire et ce n'est pas facile de reconstituer ça. Donc notre souci aujourd'hui, c'est comment avoir des numériseurs pour pouvoir les numériser, pour les sécuriser. C'est ça notre souci aujourd'hui. Nous n'avons pas de moyens, pas de budget de fonctionnement, pas de subvention. À l'heure du numérique, la Direction nationale des archives peine à s'adapter. Les raisons sont simples, pas de budget de fonctionnement, ni de subventions pour doter l'établissement d'outils de travail. Autre aspect, le personnel travaille dans des conditions difficiles. De la salle de tri au classement des documents dans les magasins, le gros du travail revient aux stagiaires. Les titulaires, quant à eux, ne semblent pas supporter les souffrances liées à ce travail. Il est déconseillé de travailler aux archives. Vous savez, les dossiers sont poussiéreux. Donc il faut prendre de l'air, le minimum. Donc, et vous parlez de traitement archivistique. Vous qui êtes là, le personnel ne vient pas. Le personnel titulaire ne vient pas. Nous travaillons avec l'assistance des stagiaires. Donc c'est les stagiaires qui viennent nous aider beaucoup. Les 11 magasins, la bibliothèque administrative et historique de la Direction nationale des archives regorgent des documents précieux. Un aspect idyllique pour les amoureux de la lecture, des historiens ou encore des chercheurs. Dans les rayons, les documents sont classés par catégorie, par époque ou par date. Une fois qu'un département enverse ces documents, on les reçoit ici, on les trie. Ce qui est éliminé, on laisse ça ici. Ce qui est à garder, on envoie ça dans les magasins. Pour avoir accès à ces archives, l'abonnement est obligatoire. Il est seulement à 25 000 francs guinéens l'année, plus 2 photos d'identité. Les gens viennent en grand nombre. On reçoit tous les jours les chercheurs et les lecteurs. Oui, les expatriés comme les Guinéens. Moins de confort dans la salle de lecture, mais pour des besoins de recherche, l'objectif pourrait être atteint. Le plus vieux document dans les rayons date de 1720. Il parle des lois, traités, ordonnances et décrets applicables aux colonies, dont la Guinée. Le document qui parle de l'histoire de la Guinée date de 1720. Donc la période coloniale aussi, les jours, bon, on a ça dans le premier magasin, de 1890 jusqu'à maintenant, là, les jours officiels pendant la période coloniale et jusque maintenant, là. Donc là, les jours sont, il y a une collection pour ça. Des documents coloniaux, des tomes de Ahmed Sékou Touré jusqu'aux contemporains, la Direction nationale des archives est ravitaillée par dons ou saisie par des différents services publics et privés. Si vous avez besoin de transférer un document à la direction, vous écrivez officiellement. Parce qu'il y a d'autres qui font le don. Ils nous donnent les documents à titre gratuit. Donc ça aussi, il y a une fiche qu'on remplit. En 2007, la Guinée a connu une crise politico-syndicale. Les populations se sont attaquées aux édifices publics et même privés. Le bilan matériel était énorme. Pour Modi Soriso, le plus grave a été la destruction des archives. Ce journaliste photographe, avec son appareil, a fait le tour de la Guinée pour obtenir des images d'archives. Ce que j'ai vu durant cette époque, cette période-là, c'est comme si c'est la même équipe qui a cassé Koubia, qui est venu casser Pita, casser Dalaba, casser Mamou, casser Kankan, casser Zérekore, casser Farana, casser Télémélé. Comme si c'était les mêmes personnes, mais de la même manière, tout est symbole de l'État. Mais ce qui est davantage plus grave et ce qui est plus regrettable, c'est que les bâtiments ont été cassés, mais les archives brûlées. Un bâtiment, on peut le casser, le reconstruire, mais les archives, les brûler, c'est là où le mal a été très très profond. Donc c'est surtout connaissant ça et connaissant l'importance des archives et tout ça que moi je me suis mis à l'œuvre. Donc j'ai fait le tour du pays et ces 2 albums que vous voyez ici, alors j'ai pu justement réaliser ces 2 albums-là que j'ai titrés Des mémoires guinéennes à l'épreuve du feu. Les archives sont reléguées au second plan en Guinée, regrette cet homme de médias. Il estime que l'accompagnement de l'État est important pour sauver la mémoire de la nation.
Merci donc à Malika Sangiana Kamara et à Mohamed Kapelo Silla. Je vous envoie présent sur notre rubrique Public Reportage. Mais déjà, je dis merci à toute la réalisation, à Aboubakar Fotesouma, mais aussi à Adrien et à Mamadou Kalisso. Merci à l'équipe de la rédaction de Espace TV. Au revoir. La 3e édition du Salon des infrastructures de l'habitat et de la construction a été clôturée ce lundi au chapiteau du Palais du Peuple. L'objectif est de renforcer le partenariat privé dans le secteur du bâtiment et des infrastructures en Guinée. Cette rencontre se veut un lieu d'échange sur la problématique de l'habitat et de la construction. Elle a regroupé plusieurs acteurs du secteur. Les entrepreneurs ont exposé leurs produits, preuve de la disponibilité des compétences locales. Ça a été un cadre d'échange qui permet à chaque participant de se tisser des rapports, de créer des relations, des partenariats et de permettre de se faire connaître. La Guinée est un pays en chantier. Le SIACO vise à valoriser la compétitivité des différentes filières. Pour ce directeur, ce salon était riche d'expérience. Nous sommes une entreprise qui faisons dans les travaux publics des grands ouvrages et nous avons bien voulu répondre à cet appel-là. Nous sommes venus aussi nouer des partenariats avec certaines entreprises de la place pour effectivement voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution dans ce vaste chantier. Le potentiel, l'opportunité, tout est réuni pour ne pas laisser cette initiative disparaître. Nous avons eu pas mal de contacts. Je peux vous dire qu'on a eu environ une centaine de contacts. Ensuite, nous allons travailler sur ces contacts, nous allons les qualifier, les filtrer pour voir effectivement ceux qui correspondent le mieux à nos attentes, ceux avec qui nous pouvons nouer des partenariats. Ce salon est aussi une plateforme d'échange, d'expérience, une occasion pour les entrepreneurs de nouer de solides partenariats dans ces domaines en croissance. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les responsables de l'entreprise Achapura, mais aussi faire le constat après Bokeh et Kamsar sur les installations de l'entreprise. Une manière pour le nouveau dirigeant de l'ANAIM de toucher du doigt certaines réalités. Nous avons constaté quelques manquements dans ces endroits que nous allons essayer de rencontrer l'équipe dirigeante de Achapura avant de porter les messages à qui le doit. S'agissant du respect de certaines obligations sociétales, Mohamed Bangoura, directeur de l'ANAIM, a fait remarquer quelques dérapages. Le manque de visibilité sur la quantité de minerais exportés par l'entreprise était également parmi les points noirs révélés par le responsable de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières. Le système de contrôle est complètement absent et par endroits, l'État n'est pas représenté partout. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il faut nécessairement essayer de mettre le système de contrôle à 3 niveaux, de la mine au port jusqu'à l'évacuation. Selon le directeur préfectoral des mines par intérim, la société Achapura, à travers son port situé à Konta, a transporté 1 477 659 tonnes depuis 2020. Pendant qu'au sein de l'entreprise, aucune donnée n'a été fournie par les gestionnaires. Pour les irrégularités constatées, le patron de l'ANAIM annonce certaines mesures. C'est à l'issue de ces visites que nous allons constater ce qui est dans les textes et la réalité pour faire la différence à l'effet de prendre des décisions nécessaires en vue d'accompagner les partenaires. Les principales missions de la société Achapura sont entre autres l'expansion de la capacité du port de Konta de 3 à 10 millions de tonnes et sa modernisation pour permettre à certaines entités de l'utiliser. Des missions qui jusque-là peinent à être matérialisées par l'entreprise. Depuis janvier 2021, le port de Konta devrait revenir au portefeuille de l'ANAIM, mais sans suite. C'est face à cette situation que le directeur a envisagé de rectifier le tir en envoyant très prochainement une équipe sur place et de rencontrer éventuellement la direction de Achapura pour clarifier les positions.